On va maintenant accueillir le professeur Fabien Calveau. Professeur Fabien Calveau, voilà, vous êtes directeur scientifique de Cancer Corps Europe. C'est un consortium réunissant 6 centres européens de recherche et de soins qui inclut Cambridge, Villejuif, Barcelone, Heidelberg, Stockholm et Amsterdam. Vous êtes professeur de pharmacologie à l'université Paris-Denis Diderot et vous avez été le directeur général adjoint de l'Institut national du cancer en charge de la recherche et de l'innovation. Vous avez initié avec les USA, le Canada et la Grande-Bretagne et l'Allemagne le consortium international de génomique du cancer et la Global Alliance for Genomic and Health. Aujourd'hui, vous allez nous dire ce qu'on peut attendre du big data, des programmes internationaux, des partages des données de clinique et de génomique pour faire progresser la lutte contre le cancer. Alors vous êtes un peu plus chanceux que les autres, vous avez un temps un petit peu plus important. Mais je saurais vous le rappeler avec un petit coup de clochette. Je suis très honoré d'avoir ce temps supplémentaire. Je vous remercie. Est-ce que je peux avoir... voilà. Bien, écoutez, on m'a demandé d'essayer d'aborder des problèmes complexes qui sont de la génomique et de la clinique, de l'utilisation des données à grande échelle et comment on doit travailler au plan international pour faire avancer ce domaine de la recherche sur le cancer et surtout des applications thérapeutiques les mieux adaptées à nos patients. Donc, c'est la première diapo, je suis désolé, mais c'est la seule que vous aurez en français. Les autres seront en anglais, mais je continuerai à parler français, bien sûr. Je crois que le vrai challenge auquel nous avons à faire face en tant que praticiens, chercheurs, c'est celui de stratifier les patients pour mieux les traiter. Et c'est vrai qu'avec les développements de la biologie, développement en particulier de la génétique, éventuellement de l'immunologie, on considère maintenant de manière plus claire que le patient qui a un cancer, c'est à la fois une tumeur, c'est le concept usuel, mais que cette tumeur est quelque chose de très spécial, puisque ce sont des cellules transformées, mais qui baignent dans un environnement, un micro-environnement qui est complexe, qui est fait de cellules stromales, de vaisseaux, de cellules immunitaires, etc. Et qu'il est très difficile d'imaginer qu'en ne ciblant que la cellule cancéreuse, on va aboutir à des résultats durables. Au-delà de ça, le patient a un passé, a une histoire, a une hérédité, et il faut vraiment considérer la maladie tumorale qui survient chez un individu comme un tout qu'il faut approcher de matière multidisciplinaire et multifacette. Il faut sortir de cette façon de considérer le patient comme quelqu'un qui a un corps étranger unique en lui, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et qu'il faut aborder de manière un peu plus intelligente. Donc actuellement, c'est vrai que notre conception de la maladie cancéreuse concerne un patient et notre approche thérapeutique est basée actuellement sur à la fois la cellule elle-même, la cellule tumorale, mais également, en fonction des progrès thérapeutiques des dernières années, sur son micro-environnement immunitaire. Et donc, ce sont les deux manières actuellement de stratifier les patients dans l'approche thérapeutique qu'on va leur proposer. Soit on découvre, par des approches de génétique, des anomalies que l'on peut cibler par des médicaments. C'est le développement médicamenteux des 10 dernières années. Soit d'autres approches, y compris l'analyse de l'immunité propre de l'individu, l'expose à une bonne réponse à des agents d'immunothérapie, et donc c'est ce type de traitement qu'on doit privilégier. Et les deux aspects se nourrissent entre eux de manière à mieux aborder cette pathologie tumorale. Alors, pour essayer d'avancer, parce que à l'évidence, on a une forte tendance, et c'est pas spécifique à la France, hein, je crois que c'est vrai
partout, y compris aux États-Unis, a travaillé de manière extrêmement étroite, en gardant ces données pour soi et en essayant de faire des progrès à l'échelon d'une institution sans prendre en compte ce qui se passe ailleurs. Et c'est un petit peu cette rupture que nous avons essayé de faire en disant, bon, mettons en commun nos savoir-faire, nos bases de données, notre vision de la pathologie, avec d'autres centres européens pour essayer d'avoir une masse critique suffisante pour pouvoir accélérer le développement des connaissances d'une part et le développement des thérapeutiques pour nos malades. Donc nous avons monté un réseau européen qui comporte le centre de cancérologie de Cambridge, le centre de cancérologie d'Amsterdam, le Karolinska Institute à Stockholm, l'institut de recherche sur le cancer en Allemagne qui s'appelle le DKFZ, qui est à Heidelberg, l'institut d'oncologie de Barcelone et Gustave Roussy à Villejuif. Donc c'est une volonté de regrouper nos forces qui n'a pas répondu à un appel de la Commission européenne ou autre. C'était une vraie volonté et qui s'est autofinancée en fait. Et ce qui nous a permis d'accélérer un petit peu le process. Alors pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir accès à des bases de données quand même qui sont considérables. Si vous voyez le nombre de patients qui sont dont les dossiers sont informatisés, ne serait-ce que sur Cambridge, Gustave Roussy et en Allemagne, vous voyez qu'on arrive à des chiffres extraordinaires, 100 000 à Cambridge, 850 000 aujourd'hui à Gustave Roussy, et plus de 500 000 au DKFZ à Heidelberg. La mise en commun des données d'essais cliniques, vous voyez, c'est la partie supérieure de ce tableau, concerne 9000 patients à Cambridge, plus de 6500 à Gustave Roussy et 4500 en Hollande. Donc vous voyez qu'on a la possibilité de regrouper les informations sur des nombres considérables de patients et si cela correspond à ce qui peut se faire de mieux, en particulier dans les très très grands instituts américains. Et qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet, lorsqu'on a des outils informatiques adaptés à cette problématique, de pouvoir extraire des informations qui sont dans nos bases de données, dans les 6 centres différents, de les pouler à un endroit déterminé et de pouvoir les analyser en commun en fonction des projets de recherche que nous avons faits, que nous avons mis en œuvre. Pour vous donner un exemple, ici, ce sont des tests, hein, puisque ces structures informatiques viennent d'être mises en place, et donc on est en train de les tester. On est capable d'aller au-delà de ce qui a pu être fait auparavant, notamment, par exemple, dans l'analyse des scores pronostiques. Là, en l'occurrence, c'est le score pronostique du Royal Marsden. Ça n'est pas extraordinairement démonstratif, mais ça, c'est l'article original. Il y a quatre niveaux de score dans le RMH. Et vous voyez que le nombre de patients restreints qui existait dans un seul centre leur a permis uniquement de stratifier en 2 groupes, avec les nombres de patients que nous sommes capables d'explorer. Et là, c'est une phase test. Hein, on est capable de séparer en 4 groupes différents, donc être beaucoup plus fin dans l'analyse de ce qu'on peut faire. La génétique est un aspect majeur depuis déjà une dizaine d'années, et ça va se développer, croyez-moi, de plus en plus dans les années à venir. Et vous voyez ici, par exemple, à partir des données brutes du génome, on est capable d'avoir une cartographie des anomalies génétiques sur un individu. Chaque espace là, du cercle correspond à un chromosome. Et vous voyez toutes les anomalies génétiques qu'on est capable d'identifier chez un patient, mais également de pouler ces données génétiques sur des populations de patients
Ici, par exemple, c'est près de 600 patients. Et de pouvoir différencier des groupes de patients avec des anomalies génomiques récurrentes, comme par exemple ici les patients avec des mutations d'un des gènes les plus fréquemment mutés dans les cancers, les mutations P53. Et donc vous voyez, nous sommes capables d'identifier les anomalies génétiques associées à P53, mais également celles des populations dans lesquelles il n'y a pas cette anomalie, pouvoir faire des soustractions et pouvoir essayer de compléter notre compréhension de ce qui se passe dans une tumeur par rapport à une autre. Un aspect qui est très très important pour l'immunothérapie, c'est ce qu'on appelle le taux de mutation présent dans les tumeurs. Vous voyez que on peut, ça ce sont les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de 2 groupes internationaux qui ont poolé les données de génétique sur à la fois les États-Unis et le reste du monde. Et vous voyez que sur la partie gauche de la courbe, vous avez ce qu'on appelle le taux de mutation spontanée dans un type tumoral. Et vous voyez que, par exemple, dans les tumeurs cérébrales, dans la leucémie aiguë de l'enfant, le taux de mutation est relativement faible. À l'inverse, si vous vous déplacez à la droite, le mélanome, les cancers du poumon, les cancers de la vessie, sont des cancers dans lesquels il y a un taux de mutation qui est extrêmement élevé. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que plus on se déplace vers la droite pour ces pathologies-là, et plus les patients ont une susceptibilité à répondre à l'immunothérapie importante. Donc ça, c'est un outil qui permet, à partir de la connaissance de vastes populations de malades, d'identifier ceux qui sont susceptibles de répondre à l'immunothérapie. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'instabilité des microsatellites. Ce sont des tests. On connaissait cette instabilité par le biais de maladies génétiques transmissibles, en particulier le syndrome de Lynch, avec beaucoup de cancers colorectaux. Et on s'est aperçu que ces patients qui avaient ce syndrome de Lynch, avec une instabilité des microsatellites et des cancers colorectaux métastatiques, étaient très répondeurs à l'immunothérapie. Alors qu'à l'inverse, les cancers colorectaux, c'est-à-dire 90% des cancers colorectaux classiques, ne répondent pas du tout à l'immunothérapie. L'analyse de grandes cohortes de patients avec ces tests d'instabilité des microsatellites, ce sont des tests qui sont relativement simples, permet maintenant d'identifier cette instabilité dans d'autres pathologies que les cancers colorectaux et dans des tumeurs sporadiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de composante héréditaire. Et c'est donc le cas déjà dans le mélanome, dans d'autres tumeurs gastro-intestinales, dans les tumeurs gynécologiques, en particulier les cancers de l'endomètre, du pancréas, de la peau, etc. Donc on dispose comme ça, à partir de ces données poolées, de données qui permettent d'adresser tel ou tel patient vers tel ou tel traitement de manière plus rationnelle. Voilà, donc ça c'est la première partie que je voulais vous exposer. Je voudrais vous présenter maintenant un programme que nous avons développé depuis plusieurs années. Ça a commencé en 2008, comme vous le rappeliez, monsieur, à l'initiative de la France, des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, qui est le Consortium international de génomique du cancer. Ce programme a débuté en 2008. Les premières données de génomique ont été introduites à partir de 2010 et ce programme va s'achever en 2018. Voilà, ce programme a été vraiment une volonté internationale d'aller vers le démembrement. Vous saviez qu'il y avait eu auparavant un programme qui avait mis plusieurs années qui consistait à séquencer le génome humain normal. Et c'est un programme supplémentaire, complémentaire,
qui a démarré donc en 2008. Et il y a eu une espèce d'enthousiasme à la fois des chercheurs, ce qui est légitime, mais également une volonté d'un certain nombre d'institutions financeurs d'accepter de contribuer à ce projet. Et vous voyez, beaucoup de pays dans le monde ont contribué. Les États-Unis ont été des grands contributeurs, mais pas seulement. Vous voyez que la France a beaucoup contribué en développant plusieurs programmes dans des leucémies, dans des tumeurs osseuses de l'enfant, le sarcome des Ewing, les cancers du foie, les cancers du sein et d'autres cancers. Pendant cette période-là, j'étais à l'Institut national du cancer et j'ai effectivement eu les moyens de lancer tous ces programmes qui ont été extraordinairement profitables en termes de retombées scientifiques et de retombées thérapeutiques. L'objectif de ce consortium était de dire, en 2008, donc, de collecter 50 types tumoraux différents, et pour chacun de ces types tumoraux différents, d'analyser au moins 500 cas par des approches de génomique, ce qui consistait aussi à séquencer à la fois la tumeur, mais également ce qu'on appelle le génome constitutionnel pour faire du différentiel et comprendre quelles étaient les mutations significatives ou pas significatives chez des individus différents. Et donc l'idée était, ce qui est représenté ici, d'identifier ces changements au niveau du génome et surtout la volonté de mettre à la disposition complète toutes les données provenant de ces études pour tous les chercheurs à travers le globe. Et ça, je pense que c'était quelque chose d'assez novateur, qui a rencontré un tout petit peu de résistance au début, mais je crois que la communauté a compris que c'était en partageant qu'on était capable de faire des progrès. Les sites d'analyse sont répartis, comme vous le voyez, dans le monde. C'est là où on a mis en place des grosses capacités de stockage et d'analyse informatique. Vous voyez qu'il y en a aux États-Unis, mais il y en a beaucoup en Europe, en Irlande, en Grande-Bretagne, à Barcelone et à Heidelberg, et deux sites en Asie. Ce tableau-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont quelques programmes qui ont été développés en Europe et qui montrent les résultats obtenus, qui sont excellents. Je veux dire, ça veut dire qu'il reste 5 minutes. Ça va être bien. Alors, je vais la passer, voilà, tant pis. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? On a appris déjà à identifier ce qu'on appelle les mutations qui sont essentielles, qu'on appelle conductrices, avec une fréquence supérieure à 5% sur l'ensemble des données obtenues. C'est-à-dire nous avons 25 000, nous pouvons actuellement analyser 25 000 cancers différents et on a identifié donc les mutations conductrices. On a identifié également ce qu'on appelle des mutations qui sont dans des régions. Vous savez que le génome est fait de régions qui sont traduites et de régions qui sont non traduites. Et on pensait jusqu'alors que seules les régions traduites étaient importantes et pouvaient amener au développement de cancers. On s'est aperçu qu'il y avait des mutations qui sont situées dans des régions non traduites et qui peuvent avoir un impact très important sur les régions traduites. Donc on a découvert ça. On a découvert de nouveaux mécanismes de mutation, en particulier portant sur des expositions, en particulier par exemple pour les cancers des voies urinaires, l'exposition à un produit qui s'appelle l'acide aristolochique. Et en particulier, on a identifié ça dans une population roumaine qui était particulièrement exposée à ce toxique. Qu'est-ce qui reste à faire? Parce que, objectivement, on a encore beaucoup de limites à ces approches. Les données qu'on établit
ne sont pas universelles. C'est-à-dire que lorsque vous avez identifié une mutation et que vous proposez un traitement, la probabilité de réponse est variable. Elle se situe entre 50 et 80% dans les meilleurs des cas. Donc ça veut dire qu'il y a 20 à 50% des patients qui ne répondent pas malgré l'anomalie génétique. Donc ça, c'est un vrai souci. Que ces réponses ont une durée limitée, et que, en tout cas dans les formes métastatiques d'emblée, la probabilité d'évolution de la maladie ultérieure est très très élevée. Donc, on a développé des deuxième et troisième générations de médicaments qui sont susceptibles d'améliorer tout ça. Mais enfin, bon, il reste beaucoup de travail à faire. Et ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, et je terminerai avec cette diapositive, là, lorsque vous analysez en situation métastatique, avec les données dont on dispose actuellement, lorsque 100 patients avec un cancer métastatique sont analysés au plan de la génomique, à peu près dans 60% des cas, on trouve une mutation. De ces 60 patients avec une mutation, à peu près la moitié d'entre eux, on a la possibilité de leur proposer un traitement adapté à cette mutation. Et de ces patients-là, seulement 50% de ceux qui vont être traités par ce médicament vont répondre à ce traitement. Et lorsqu'on adresse le problème de la durée et de la durabilité de cette réponse, c'est encore 50% des patients qui sont perdus. Donc vous voyez qu'on est encore au tout début de ces approches. Et à l'évidence, le travail que nous menons et qui nécessite d'inclure des nombres de plus en plus conséquents de patients est capable d'améliorer. Et je pense que c'est un des objectifs que nous nous fixons dans les 5 à 6 ans, de passer donc de ces 7% à ces 60%. D'abord, en améliorant les technologies d'analyse génétique, en augmentant le potentiel des drogues ou des médicaments qui sont disponibles, en développant des biomarqueurs de réponse qui permettent de mieux cibler les bons patients. Et cette partie-là est vraiment très, très dépendante de la mise en commun des informations, du partage des données de génomique et de clinique. Et c'est sur ces données que j'arrête. Une diapositive de conclusion en 2 minutes, 1 minute. Je crois que il n'est pas encore temps de stopper l'effort qui a été fait, que je vous ai décrit tout à l'heure en matière de génomique. On a encore beaucoup de problèmes de compréhension concernant l'hétérogénéité tumorale, le développement des résistances thérapeutiques. Et donc, à l'évidence, il y a un effort encore plus important à continuer à mener dans ce domaine, découvrir des biomarqueurs, les appliquer, les utiliser pour les patients. Et c'est l'objectif de cette phase que nous débutons maintenant avec ce que nous appelons ICGC-MED, Consortium international de génomique pour la médecine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de nous avoir aidé à comprendre ce qu'était le big data, la génomique et comment on pouvait combiner tout ça. Donc ça va être la clé, selon vous, d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'on a déjà appris de véritablement marquant? Je pense que ce qui a pêché jusqu'à maintenant, c'est que les données de biologie et les données de clinique ont toujours été complètement dissociées. Les chercheurs travaillaient dans leur coin à faire de la génétique, à essayer d'expliquer les grands problèmes de la biologie. Et de l'autre côté, les cliniciens avaient des approches cliniques, mais qui étaient souvent dissociés de ce qui se passait dans la recherche à côté. Et à mon avis, c'est si on n'a pas cette jonction entre les deux à un moment donné, on va perdre encore beaucoup de temps.
Cette jonction, si j'ai bien compris, par exemple, c'est l'étude des types tumoraux où vous comparez le changement du génome de la tumeur par rapport à notre génome de base, et puis vous regardez ce qui a changé, c'est ça? Absolument, oui, tout à fait. On a calculé, alors je vous ai parlé du problème des biomarqueurs. Bon, la biologie cherche à identifier des marqueurs. On s'aperçoit maintenant que si on veut identifier un marqueur qui est présent dans 5% d'un type tumoral donné, compte tenu du fait que, et pouvoir proposer un traitement adapté, compte tenu du panel de médicaments dont on dispose actuellement et dont on va disposer dans les années qui viennent, on estime qu'il faut, pour identifier un biomarqueur, inclure à peu près un biomarqueur qui soit pertinent pour 4 médicaments, qui permettent de discriminer entre 4 médicaments, et dans 50 types tumoraux différents. Il faut qu'on arrive à un total de 200 000 patients à pouvoir analyser. Donc voilà, ça donne une idée de la taille des échantillons sur lesquels il faut partir, et c'est un petit peu ce qui nous a guidés lorsqu'on a identifié ce programme ICGC-MED. On passait de 25 000 génomes décrits à 200 000 patients pour lesquels on pourrait disposer à la fois des informations cliniques et des informations de génétique. Donc, en conclusion, dans le big data, plus le big est big, et mieux c'est. En tout cas, c'est l'espoir qu'on y met, oui. OK. So get bigger. Merci beaucoup. Merci.